nous rendons avec Dominique Lefebvre, normalement, notre rapport sur l'épargne financière en fin de semaine prochaine. En tout cas, la date autour du 15 mars est cette fois-ci bel et bien envisagée par les ministres concernés. Donc, sauf problématique d'agenda, qui est toujours possible avec des agendas ministériels, a priori, on est sur le point, effectivement, de rendre ce rapport. On a rencontré beaucoup de gens. Pour autant, je reste persuadée que le travail très politique qu'on a fait autour de ce dossier d'épargne financière, parce que techniquement, malgré tout, beaucoup de choses avaient déjà été faites, ce travail très politique ne sera de toute façon jamais complètement achevé. Il y a une spécificité à cette question de l'épargne financière, qui est que chaque situation économique, chaque cycle économique, chaque moment économique de notre pays amène à repenser un peu quand même la façon dont tout ceci se passe. Et le débat que vous avez aujourd'hui sur le PEA-PME illustre à mon avis à merveille le fait que le débat autour du financement de l'économie française, autour de l'épargne de l'économie française, est à chaque fois reposé, remodelé, réétabli au cours des différents cycles économiques. Ceci étant dit, je suis venue vous donner quand même quelques éléments, même si vous me permettrez de réserver mes conclusions à Pierre Moscovici, à Jérôme Cahuzac et à Jean-Marc Ayrault aussi d'ailleurs. Je suis venue vous donner quelques éléments de réflexion, de conclusion dans la logique de vos débats PEA-PME, et puis peut-être aussi entendre les points que vous avez encore à me signaler dans cette dernière ligne droite, puisque comme le rapport n'est pas rendu, ça veut dire qu'il peut encore être modifié, influencé, en tout cas voilà, encore malléable. Alors je vais revenir pour ces mots de conclusion sur 3 points qui me paraissent absolument clés dans la réflexion que vous avez sur le PEA-PME. La question de la disponibilité, de la suffisance, on va dire, de l'argent, de l'épargne, la question de la prise de risque et la question que vous avez abordée, mais enfin, en tout cas, quand j'étais là, finalement assez peu, c'était peut-être la première table ronde, de qui est-ce qui réclame et qui est-ce qui véritablement veut cet argent. Ça peut paraître simple, est-ce qu'il y a assez d'argent? Qui est-ce qui est capable de gérer le risque de cet argent? Est-ce qu'il y a des gens qui véritablement réclament cet argent pour leur développement? Paraît très simple et très basique. Vous verrez que ça ne l'est pas tant que ça. En tout cas, la mission que nous avons menée avec Dominique Lefebvre nous a convaincus que ces questions n'étaient pas si simples que ça. Alors sur la question d'abord de l'épargne financière, franchement, on peut arriver assez facilement à se convaincre que 3 500 milliards d'euros, c'est largement suffisant pour les besoins de l'économie française. Je crois qu'il faut vraiment partir de là. 3 500 milliards d'euros d'épargne financière, ce sont des sommes absolument considérables au regard du reste du monde par rapport à la disponibilité de l'épargne financière dont bénéficient d'autres pays. Et ce sont des sommes qui, au regard des sommes que vous avez évoquées ce matin, vous-même, je ne vais pas vous donner les chiffres que nous évoquerons dans notre rapport. Vous imaginez bien que nous avons rencontré des tas de personnes qui sont présentes aujourd'hui et que tout ceci est cohérent. Mais puisque vous avez, évoqué des chiffres, vous avez évoqué quoi? Vous avez évoqué le chiffre de 20 milliards. Vous avez évoqué le chiffre de 2 milliards pour le PEA-PME. On a un coussin de 3 500 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez véritablement que la question de la disponibilité de l'épargne se pose? Non. La question de la disponibilité de l'argent ne se pose pas. La seule question qui se pose, c'est la façon dont cet argent est fléché, la façon dont cet argent est orienté. Je crois vraiment qu'il faut partir de là pour ne pas être amené à dire des choses trop simplistes ou trop faciles ou trop idéologiques. Il vaut mieux dans ces cas-là faire du pragmatisme. Donc 3 600 milliards, une épargne suffisante et qui au fond, mérite d'être réfléchi sans a priori. Il y a une autre chose toujours sur cette question de la suffisance de l'épargne que j'ai entendue et que je finis par battre un peu en brèche après ces 6 mois d'audition sur ces questions-là. Je ne sais plus qui l'a dit, mais il a dit, d'ailleurs la personne n'était pas seule, la problématique c'est que les incitations fiscales en France vont vers le court terme et le non risqué. Et que du coup, l'épargne longue et risquée n'est pas soutenue. Alors, ce n'est pas vraiment juste. Pour être tout à fait franche, ce n'est pas tout à fait juste, tout simplement parce que si c'est vrai pour la partie risquée, pour la partie long terme,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses en termes d'incitation fiscale sont bel et bien là. Il n'y a pas de problématique, on va dire, en soi de la question du long terme. Alors après, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle long terme. Mais pour des chefs d'entreprise, le long terme, ce n'est pas 30 ans. Pour des gens qui gèrent des fonds d'épargne retraite, choses comme ça, la problématique, c'est 30 ans. Pour des chefs d'entreprise, la problématique du long terme, c'est plutôt, allez, autour de 10 ans. C'est quand même ça, pour un chef d'entreprise. Et quand je dis 10 ans, le débat de l'automne dernier m'a montré que pour beaucoup, le long terme commençait à 6 ans, voire à 4. Donc, on est vraiment sur des choses qui ne sont pas celles qu'on croit a priori. On n'est pas dans un monde, en France, où les incitations sont systématiquement sur du ultra liquide, du ultra court terme. Ultra court terme, pas ultra liquide, ultra court terme. En revanche, et c'est là où j'arrive à mon deuxième point, on a bel et bien un vrai sujet de relation au risque. Mais alors quand je dis un vrai sujet, c'est un vrai de vrai. C'est-à-dire que le système d'épargne français, le système de fléchage de l'épargne français, n'a effectivement jamais été réfléchi au regard du risque pris par cette épargne. Jamais. Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que quand je dis que ça n'a pas été réfléchi, c'est-à-dire que les sommes d'argent, les grosses masses d'argent, les 3 500 milliards, sont dans l'écrasante majorité non reliées à la question de la prise de risque. Plutôt probablement un peu l'inverse d'ailleurs. Probablement un peu l'inverse. Et là, on se demande quand même pourquoi. C'est-à-dire que la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que personne ne se pose la question de la prise de risque dans les incitations essentiellement fiscales. Et là, on a une réponse qui va faire que je vais peut-être décevoir certains dans cette salle, mais c'est qu'en fait, la question de la prise de risque, traitée fiscalement, n'a pas été traitée au travers du risque, mais au travers uniquement de la défiscalisation. Il y a peu de produits qui sont défiscalisés pour inciter au risque en France, au regard de tous les avantages fiscaux liés à l'épargne en général. Mais on a un vrai sujet, c'est que tous les gens que nous avons rencontrés nous ont dit que la grosse bêtise, c'était la défiscalisation à l'entrée. La grosse bêtise, c'est la défiscalisation à l'entrée. Pourquoi? Parce que la défiscalisation à l'entrée interdit de réfléchir à l'évaluation du risque. On regarde ce qu'on gagne, d'un point de vue fiscal, on ne regarde pas la rentabilité. Il y a quelqu'un qui, à la table précédente, a parlé de la question de la rentabilité. La question de la rentabilité de l'investissement n'est pas traitée dans le système d'incitation fiscale français. C'est assez incroyable, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, puisqu'on n'a pas voulu différencier pour la grande masse de l'argent risque ou pas risque, on a traité la question du risque de la façon, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens que nous avons auditionnés. Tous, pas difficile, tous, pas une personne. Les gens qui gèrent les fonds de capital risque ou de fonds d'investissement nous ont tous dit arrêtez avec ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ils en sont au point, ceux qui sont les plus solides, les plus sérieux, ils nous ont dit c'est pas difficile, on va carrément chercher les fonds d'investissement, les agrégateurs d'épargne qui excluent les mécanismes d'aide à l'entrée. Tellement la sélection est mauvaise sur certains placements. Je vous avoue que quand vous avez d'un côté un système qui, globalement, ne s'est jamais intéressé au risque et qui, de manière marginale, parce que c'est marginal ce dont je parle, a traité le risque au travers d'un système qui, de la vue même de ceux qui sont spécialistes de ces placements, nous dit ça ne marche pas, on se dit qu'il y a probablement quelque chose à réinventer. Et c'est là où le PEA-PME entre en ligne de compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. C'est au fond, on a l'épargne. Elle est mal placée. On a une absence d'évaluation des risques pris. Alors certains parlent de pédagogie. Moi, je ne parle pas de pédagogie. Moi, je parle véritablement de capacité à intégrer dans les mécanismes d'incitation la prise en compte de la rentabilité du placement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est obliger les gens à s'interroger sur la rentabilité de ce qu'ils financent. Ce qui est quand même le b.a.-ba du mécanisme entrepreneurial, le b.a.-ba de n'importe quel business plan. Donc on est sur ces deux phénomènes-là. Et le PEA-PME ou toute autre forme rentre dans ce débat-là.
Alors, je ne peux pas vous en dire, je peux pas aller très très loin sur les éléments de réflexion qu'on va mettre dans le rapport, mais quelqu'un l'a dit aussi, on peut quand même difficilement dédouaner des grosses masses d'épargne existantes type assurance vie du fait qu'elles refusent d'aller sur ce type de financement. Moi, grosso modo, on a l'épargne, le gros de l'épargne en France, c'est l'assurance vie. Le gros de l'épargne financière, c'est l'assurance vie. Et c'est typiquement quelque chose qui n'a pas été réfléchi au regard du risque des placements pris par l'assurance vie. Et donc, n'a pas été branché sur vous, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment le dire autrement, ça n'a jamais été branché sur vous. Alors que c'est là où les 3 500 milliards sont essentiellement. Je crois qu'il serait pas forcément très pragmatique de notre part à tous d'imaginer de créer une sorte de nouveau système, de nouveau canal qui viendrait à côté de cette énorme rivière, de cet énorme torrent que constitue toujours l'assurance vie. Il serait beaucoup plus intelligent, comme moi je suis une élue des Hautes-Alpes, où on a créé il y a 50 ans, il y a 40 ans, le canal de la Durance, c'est-à-dire ce gros fleuve-là, où l'eau descend. On a fait un canal à côté pour capter de manière intelligente ces flux d'argent. Eh bien, moi, je suis persuadée que c'est là où on trouve tous la solution. C'est-à-dire que l'argent existe. Il est comme la Durance dans des zones parfois parfois trop fort, parfois pas assez fort, mais en tout cas absolument pas canalisé. Canalisons correctement les flux de cet argent de l'épargne des ménages et canalisons-le au regard de ce qu'on veut irriguer. Quand on a fait le canal de la Durance il y a 40 ans, on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait mettre, comment on voulait utiliser cette eau. Est-ce qu'on voulait mettre pour l'agriculture, pour le tourisme, pour les temps de berre? Eh bien, on a fait ça tout à la fois, sans jamais se poser la question a priori de savoir qui est-ce qui allait, j'ai envie de dire, renoncer ou capter en premier l'eau de la Durance. Mais je crois que dans le mécanisme de réallocation de l'épargne en France, il y a cette idée qu'on crée des outils, des canaux, des instruments qui permettent véritablement de mieux et de manière plus intelligente et de manière plus transparente de capter la façon dont est utilisé l'argent des Français. Le PEA-PME, ça ne doit pas être quelque chose d'idéologique. Ça ne doit pas être, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, ça ne doit pas être un outil de plus pour faire plaisir et pour se dire, voilà, ça y est, on a inventé le truc qui n'a jamais fonctionné en France, mais qui cette fois-ci va fonctionner. Ça doit être le canal qui permet, un des canaux qui permet à l'eau de la Durance d'aller à tel ou tel endroit.